tous et bienvenue dans ce Zoom. Notre invité aujourd'hui, Loup Vialet, bonjour. Bonjour Pierre Bergerot. Loup Vialet, vous êtes diplômé en droit public, histoire et lettres. Vous êtes spécialiste de l'économie politique de l'Afrique. Alors, nous vous avions déjà reçu pour un ouvrage, La fin du franc CFA, aujourd'hui toujours publié chez VA Éditions, après la paix des filles français. Mais Loup Vialet, une paix qui arriverait après quelle guerre ? Alors d'abord, ce livre arrive après la guerre de mon ancien ouvrage. C'est un peu la conclusion de mon premier ouvrage, La fin du franc CFA. Dans celui-ci, j'examinais finalement l'état de désorganisation relatif d'une grande partie de l'Afrique. Et son étude m'a permis de comprendre davantage les défis qui étaient devant nous et qu'on traverse déjà. Alors nous ne sommes pas en guerre régulière, notamment avec l'Afrique, mais il semble que la paix n'est plus acquise, que nous ne sommes plus en paix. Et même sur le plan intérieur, il semble que le débat public ne soit plus non plus apaisé. On est sur le mode du conflit, on est sur le mode des dogmes des uns et des autres, chacun dans son couloir. Et donc il y a là les éléments à la fois pour une déroute intellectuelle et pour une faillite géopolitique. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans cet ouvrage. Alors Loup Vialet, dès le début de votre ouvrage, vous vous attaquez à deux jeunes figures médiatiques de la droite, Eugénie Bastier et Julien Rochdy. Vous les traitez carrément d'imposteurs. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Oui, ce qui m'a gêné un petit peu avec Madame Bastier et Monsieur Rochdy, c'est que lorsque ces derniers temps, ils se sont retrouvés face à des intellectuels de gauche, des universitaires anonymes, que je crois que vous ne connaissez pas, que notre public ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas, Raphaël Liogier pour Julien Rochdy, interdit d'interdire, et Philippe Corcuff, face à Eugénie Bastier, pareillement interdit d'interdire. Ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que, comme dirait Jean-Marie Le Pen, finalement, Eugénie Bastier et Julien Rochdy se retrouvent en slip face à leurs interlocuteurs dès le début de la conversation intellectuelle. On avait, face à Philippe Corcuff, Eugénie Bastier qui confondait, dès le début de son entretien, un index bibliographique, qui est à la fin de chaque ouvrage, avec une liste noire. Ce à quoi a répondu M. Philippe Corcuff, voilà un exemple, finalement, de l'abaissement intellectuel de la droite. Est-ce qu'on pouvait lui donner tort ? On a aussi, finalement, M. Rochdy, qui était un brillant militant politique, qui vient nous parler de philosophie. De la virilité, de la masculinité, voilà, face à M. Liogier. Pourquoi pas, tout le monde peut travailler sur tous les sujets, mais pareillement, lorsqu'on le retrouve face à un universitaire qu'on ne connaît pas, alors que la droite voit en Julien Rochdy un de ses porte-paroles, eh bien lorsque M. Liogier finalement tient la dragée haute à Julien Rochdy, que Julien Rochdy, qu'on revoit cette émission, se perd, ne sait pas maîtriser ses concepts, invente des notions, moi je suis un petit peu perdu à ce moment-là. Je me dis, mais si nos porte-voix, nos porte-paroles, nos jeunes qu'on promeut, à la fois dans les médias de droite ou alors sur les réseaux sociaux, si nos jeunes se font descendre aussi facilement dans l'arène intellectuelle par n'importe qui, je crois qu'à ce moment-là, la droite a pour avenir d'être peut-être la concierge de la vie politique française, mais pas grand-chose de plus. Donc voilà, je pense que quand on a les intellectuels sont très importants pour la vie politique, et je pense qu'il ne faut pas confondre entre les intellectuels et éventuellement ceux qui se prennent pour des intellectuels. Vous parlez de la droite et de la gauche. Pour beaucoup, ce clivage est complètement dépassé. Pourquoi vous y croyez ? Parce que la gauche demeure. Parce que vous avez vu une profusion de concepts issus des rangs de la gauche radicale notamment, avec notamment les violences policières. C'est un concept qui est venu dans le débat public. Le concept d'islamophobie, d'État oppresseur, un certain nombre de notions aussi, la notion de salaire universel, on l'a un petit peu entendu ces derniers temps. Tous ces concepts, finalement, il y a des intellectuels derrière qui charbonnent et qui sont très efficaces. Et moi, je pense qu'il faut bien les combattre, ces intellectuels, qui sont des intellectuels de gauche. Et donc, si face à une gauche radicale et sûre d'elle-même, il n'y a pas une droite précise qui sait où est-ce qu'elle va et qui ne parle pas à tort et à travers sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas, on va sans doute vers une déroute intellectuelle. Ouais, mais on a un Michel Onfray, Loup Vialet, qui s'affiche comme un penseur de gauche, mais que les médias classent plutôt à l'extrême droite. Donc comment vous expliquez ça ?
Vous avez bien noté que depuis que le clivage gauche-droite existe, alors est-ce qu'il remonte au 19e siècle, il a changé, mais on met des choses complètement différentes derrière la gauche et la droite. Ça a bien changé. Il n'y a plus les royalistes d'un côté, les républicains de l'autre, par exemple. Et donc Michel Onfray, je crois qu'aujourd'hui, s'il vient d'une gauche historique, une gauche socialiste, une gauche qui reconnaît la nation, il semble que ces notions-là soient passées à droite. Aujourd'hui, elles ne sont plus reconnues par ceux qui sont nos adversaires. Alors vous évoquez un certain nombre d'intellectuels de gauche, leurs travaux, Geoffroy de la Gannerie, François Bégodeau, Bernard Friot, Frédéric Lordon ou encore les comités du comité invisible. Pour vous, je vous cite, la distance entre leur théorie et la réalité apparaît systématiquement excessive en débouchant sur des propositions invraisemblables. C'est quoi leurs propositions invraisemblables à ces intellectuels? Oui, alors d'abord, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a un petit paradoxe qu'on est en train de vivre en fait en ce moment. C'est que finalement, l'élitisme intellectuel, la hiérarchie, le sens de la hiérarchie intellectuelle, qui est une valeur, je crois, de droite, profondément de droite, mais je crois qu'elle était un tout petit peu oubliée par la droite, ou en tout cas par les principaux représentants. Nous avons des intellectuels, mais ceux-ci ne sont pas mis en avant. Et de l'autre côté, il semble que la gauche, qui est pour l'égalité, qui est pour une forme d'horizontalité entre les uns et les autres, la gauche a maintenu en fait cette exigence intellectuelle. Et donc autant parmi nos représentants dans les grands médias ou sur Internet, il y a quelques figures qu'on peut compter sur les doigts de la main et on le regrette souvent. Hein, et autant on peut citer des dizaines et des dizaines de légions d'universitaires et de penseurs de gauche. Et finalement, ces penseurs de gauche sont très efficaces. Ils sont très efficaces et souvent ils arrivent en effet avec des propositions, des démonstrations extrêmement argumentées, rigoureuses, qui s'appuient sur des doctrines philosophiques et en même temps sur des réalités. Ils en arrivent à dire n'importe quoi. En essayant par exemple de synthétiser les comportements humains sous le prisme soit des rapports d'inégalité économique, sociaux ou d'inégalité de race, de couleur de peau, eh bien, ceux-ci viennent à dire, par exemple, qu'il faudrait absolument oublier la misère française et que, finalement, les plus grands perdants du siècle sont les migrants, que c'est à eux qu'on doit toute la solidarité. Ils en viennent à dire qu'il faudrait abolir le capitalisme. Je ne sais pas si ça se fait aussi rapidement d'un coup de baguette magique ou même en prenant le pouvoir. Ils en viennent à dire qu'il faut démonter l'oppression de l'État envers les communautés minoritaires. Ils en viennent aussi à dire, par exemple, c'est le cas de Frédéric Lordon, qu'il faudrait fermer la bourse, qu'il faudrait nationaliser absolument toute l'économie. Et surtout, ils en viennent à défendre des choses un peu bizarres, un peu curieuses, voire complètement dingues. C'est-à-dire que ils vont finalement renverser les victimes les victimes avec les oppresseurs, les bourreaux. On avait notamment, mais vous vous souvenez de plein d'exemples, on avait notamment le collectif Urgence Police Assassine avait enflammé une voiture remplie de policiers. Et je me souviens que Geoffroy de la Gannerie avait pris la défense, non pas des policiers, mais des incendiaires. Parce que pour lui, finalement, les incendiaires étaient victimes des policiers et victimes d'un État oppressif. Finalement, les hommes de gauche, les intellectuels de gauche, s'ils sont efficaces pour faire passer dans la société, pour diffuser des idées, je dirais, de sécession, des graines d'anarchie, eh bien, ils en viennent à faire des propositions qui sont invraisemblables. Mais c'est à nous de les démonter. Justement, ces propositions, pourquoi vous dites qu'elles déboucheraient quasi automatiquement sur une forme de théocratie ou de tyrannie? Alors, j'en viens à dire ça parce que d'abord j'ai le souvenir, j'ai lu comme vous les origines de la Révolution française. J'ai lu comme vous peut-être les origines de la Révolution russe, où nous avions des personnages qui ressemblent un petit peu d'ailleurs à Lordon, à Geoffroy de la Gannerie, à Bernard Friot, qui sont des personnages dogmatiques, sûrs d'eux-mêmes, maîtrisant parfaitement leur discours, et qui finalement ont une vision morale des choses. Et donc, lorsqu'ils en viennent à contester la loi au nom de la morale, lorsqu'ils en viennent à renverser les institutions qui sont les nôtres au nom d'une loi supérieure, eh bien, cela forge les débuts d'une tyrannie.
On l'a vu, finalement, la révolution de 89 a commencé par la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle s'est finie dans la terreur. Et une partie de ma famille était d'origine russe et a été fusillée par les Rouges en 1917 par finalement des personnages qui ressemblent au Lénine au petit pied qui sont sur nos plateaux télévisés aujourd'hui. Alors vous expliquez qu'à part, les membres du comité invisible, ces intellectuels de gauche présentent l'État souvent comme la principale matrice des oppressions, alors qu'au fond, ils leur doivent tous leur carrière. Donc comment est-ce que vous expliquez cette attitude ? D'abord, je la décris, cette attitude, en effet, c'est assez ironique de voir des gens qui nous disent que l'État, finalement, c'est le marchepied du capitalisme mondial. L'État, c'est l'institution qui vient, finalement, nous oppresser et nous discriminer les uns les autres. Le seul problème, c'est qu'en effet, à part les membres du comité invisible dans ce bouquin, eh bien, Bernard Friot, Frédéric Lordon, François Bégodeau et Geoffroy de la Gannerie ont tous été nourris par cette institution. Il y a ce paradoxe, ou cette ironie, où on voit Bernard Friot et Frédéric Lordon tenir au moment de la loi travail une commune à Tolbiac, c'est-à-dire finalement qu'ils ont fermé l'université de Tolbiac pour y tenir des conférences sur leurs idées communistes. C'était le cas aussi à Nuit debout, place de la République à Paris. Par exemple, mais l'exemple est encore plus fort avec Tolbiac, puisqu'on avait là deux fonctionnaires, un ancien fonctionnaire et un fonctionnaire en activité, qui bloquaient l'institution par laquelle ils étaient payés, l'institution qui avait fait leur renommée, leur réputation, leur réseau, qui les avait financés pendant toute leur vie. Et ils étaient là en train de dire que finalement, l'oppression de l'État était telle qu'il fallait organiser une forme de commune. Mais c'est absurde. Et on voit bien que ces gens sont en fait en vase clos. Ils sont les uns vis-à-vis des autres, ils sont les uns avec les autres, et ils sont jamais en contact du monde réel. Je prends pour exemple, encore une fois, quelqu'un comme Geoffroy de la Gannerie, qui va détester l'institution dont il est issu. Il est habilité à diriger des recherches, donc c'est pas un mandarin à l'université, mais c'est un homme important à l'université. Cet homme ne voit même pas d'ailleurs que lui-même représente le système oppressif qu'il décrit. Il est un fonctionnaire, haut fonctionnaire d'une certaine manière. Il est blanc, alors que pour lui le blanc est la couleur des oppresseurs. Il est homme, alors que pour lui l'homme est... identité de genre, expression de genre, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il serait un homme. Et donc, pour lui, l'homme est donc le symbole de l'oppression envers les minorités. Je crois qu'il ne s'est jamais fait traiter de Gouer ou de Baptou. Comme moi je l'ai été quand j'ai vécu ou de sale blanc ou de sale français ou de sale blanc ou de sale français quand on vit, je ne sais pas s'il vit à Saint-Germain-des-Prés, mais en tout cas il vit dans des milieux élitistes et il semble qu'il n'en sort pas. Alors en plus de réarmer le discours de la droite, vous proposez de reconstruire la porte sud de l'Europe. À ce titre, vous évoquez les révolutions arabes. Le magazine The Economist que vous citez en présente un bilan de ces révolutions. 1,5 million de morts, 16 millions de déplacés et des États à peine reconnaissables. Comment est-ce que vous expliquez l'effet contagion de ces révolutions ? Oui, il y a deux explications à fournir. La première, c'est le contre-choc de la crise financière de 2008 qui a asséché beaucoup plus rapidement les économies du Sud que les économies du Nord, et c'était le cas pour les économies du Sud de la Méditerranée. Le deuxième facteur, c'est une jeunesse désœuvrée, et donc qui est victime aussi de cette récession, de cet effondrement économique. Il y en a un troisième facteur d'ailleurs, qui est celui de l'émergence des réseaux sociaux, qui était finalement un liant, un moyen finalement de rassembler les masses et de les diriger contre leur propre gouvernement. Après, finalement, ces causes, elles se répètent, elles sont encore là d'ailleurs, et j'en parle dans le livre, mais ce qu'on voit avec cette décennie 2010 qui a été explosive, c'était que c'était un coup de semonce finalement. Je parle après la paix. En effet, on pensait depuis la décolonisation que la paix était acquise en Méditerranée, entre nos deux continents. Elle ne l'est plus. Nous avons maintenant des régimes ultra faibles à nos frontières, qui ont été tour à tour gouvernés par des islamistes, qui ont été démis. Certains chefs sont partis du pouvoir. C'est le cas de Moubarak, c'est le cas du président algérien Bouteflika, et aussi certains hommes d'État, tout simplement, ont disparu, ont été tués par leur propre population. C'est le cas de Kadhafi. Donc nous sommes, après la paix, il n'y a plus de stabilité en Méditerranée.
Justement, Louvialet, la mise à mort du régime de Kadhafi. Kadhafi a été lapidé par une foule, elle-même aidée par l'armée française, qui a livré les coordonnées GPS de son convoi avant de le livrer à la foule. Cette mise à mort a conduit à une immigration massive, parce qu'en fait, c'était Mouammar Kadhafi qui tenait toutes ces populations qui aujourd'hui remontent vers l'Europe. Ça profite à qui aujourd'hui, cette guerre qu'on a menée en Libye? Je dirais que ça profite aux partisans du chaos. La Libye est au nord du Tchad, qui lui-même est au nord de la Centrafrique, qui elle-même est au nord de la République démocratique du Congo, qui sont chacun des États, si ce n'est faillis, du moins extrêmement fragiles. Et ce corridor du chaos est emprunté par le djihadisme international, que ce soit des gens qui soient proches d'AQMI ou de l'État islamique, que ce soit par des trafiquants de drogue d'origine italienne ou est-africaine. On pense à la Ndrangheta italienne qui utilise ces voies de passage. Mais plus encore, finalement, ce désordre, ce chaos qui est à nos portes, il intéresse des puissances qui ont intérêt à contrôler notre environnement, notre voisinage, pour nous mettre sous pression et pour décider finalement de notre avenir. Vous l'avez vu, il y a la Turquie, qui a profité de ce chaos pour masser ses troupes à nos frontières sud, et aussi à Chypre d'ailleurs, pour nous faire du chantage migratoire et pour finalement essayer d'influencer notre comportement. Il y a aussi la possibilité que la Chine, par exemple, qui est importante économiquement en Méditerranée, qui n'est pas présente militairement, évidemment, en Méditerranée, mais qui est importante économiquement, pourrait éventuellement manipuler des régimes faibles pour nous faire chanter. Et donc, je dirais que ça profite aux profiteurs d'abandon, d'une certaine manière. L'irruption de ces tensions ne semble pas avoir suscité de réaction ni en France ni dans l'Union européenne. Comment vous expliquez la passivité des dirigeants français, européens? Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a eu des réactions. En revanche, est-ce qu'elles ont été à la hauteur? Est-ce qu'elles ont été coordonnées? Et je ne crois pas. Il est évident que nous avons été surpris par cette décennie du chaos. On a vu nos îles européennes en Méditerranée se faire submerger. On a vu aussi des comportements inadmissibles de la part de dirigeants, je pense aux dirigeants turcs, Erdogan, je pense aux dirigeants Tebboune, algériens, qui nous a insultés sans réponse. Et nous avons aussi envoyé nos troupes au Mali en 2013 pour faire face à la vague djihadiste. Le seul problème, c'est qu'il semble que nous soyons dans l'impasse. Il semble qu'on a construit une sorte de ligne Maginot du désert et que finalement, plus nous sommes présents et plus les problèmes s'accumulent. On voit la semaine dernière, il y a eu un deuxième coup d'État en 9 mois au Mali. On voit que le problème libyen demeure après 10 ans. Donc il y a un défaut de coordination entre États européens et sans doute il y a un défaut d'objectif. C'est-à-dire qu'on veut la paix, on veut la stabilité, mais est-ce qu'on mesure le chaos qui est devant nous? Est-ce qu'on mesure ce qu'il va falloir faire pour durcir la politique africaine de la France, pour proposer de nouveaux objectifs? Eh bien, il va falloir renverser cette situation. Et il semble que nous ne sommes pas du tout prêts. Les problèmes, Louvialet voulait lister une armée turque qui est de plus en plus agressive, présente, la soumission de la diplomatie européenne, une poussée démographique ingérable pour les gouvernements africains ou encore l'impuissance de notre armée française perdue dans l'immensité du Sahel. Ça nous réserve quel avenir tout ça? Ça nous réserve un avenir où on va subir les conséquences des faiblesses africaines. Ça nous réserve un avenir où le chaos africain, ou le chaos méditerranéo-africain, peut nous anéantir. Et justement, pour faire face à ce délitement de l'espace méditerranéen, vous proposez la force, la puissance, la fermeté, ça passera par quoi? Et tout ça, dans le cadre du droit international, c'est possible. Je propose en effet de durcir notre politique africaine, de mettre les gouvernants africains et nord-africains face à leurs responsabilités.
Et bien sûr, ça va par le fait de couper ce qu'on entend souvent, les pompes aspirantes. Le fait, vous savez, d'abolir le droit du sol, d'abolir la double nationalité pour les citoyens d'origine extra-communautaire qui sont auteurs des délits ou qui manifestent leur agressivité envers la France. Je pense à tous les franco-turcs qui ont manifesté contre la France, qui devraient être déchus automatiquement de leur nationalité et bannis du territoire national. Il existe aussi la possibilité de facturer aux États, au gouvernement d'origine des migrants qui sont en France, de facturer les séjours des migrants de leur arrivée à leur départ. Ce n'est pas assez. Il faut évidemment utiliser nos outils de pression financiers. Nous garantissons à la France une monnaie qui est celle d'un tiers des États d'Afrique subsaharienne. Les Comores envahissent l'île de Mayotte. Eh bien, les Comores profitent de notre garantie. Nous devrions lier notre garantie à la maîtrise des flux migratoires par l'île de Comores, l'archipel des Comores. Nous sommes aussi des bailleurs de fonds, nous donnons de l'aide au développement. Nous pouvons la lier à criminaliser l'immigration illégale depuis les pays africains. Aussi, il faudrait systématiquement faire en sorte que lorsqu'il y a un dirigeant africain qui nous insulte, lorsque M. Tebboune, le président algérien, dit que la France est responsable de crimes contre l'humanité, eh bien, il faut geler ses avoirs, geler les avoirs de sa famille en France, geler et sanctionner, évidemment, ses paroles avec une baisse de l'aide au développement, avec des taxes sur les échanges commerciaux. Vous dites que pour assumer cette puissance, il faudra notamment infliger des défaites militaires à la Turquie. Bien sûr. Mais est-ce que ça ne posera pas le problème de notre appartenance à l'OTAN, comme la Turquie d'ailleurs en est membre aussi ? Oui, mais vous avez noté qu'il arrive souvent que des puissances membres de l'OTAN s'émancipent du cadre otanien pour livrer leurs conflits à eux. C'est d'ailleurs été le cas lorsque la France est allée au Mali sans demander l'autorisation en 2013. Il n'est pas question ici de faire sauter l'appartenance de la France à l'Alliance Atlantique, en tout cas dans ce cas-là. Il est question d'abord de protéger la sécurité à nos frontières face à une puissance islamiste, impérialiste, qui essaie de retourner nos voisins contre nous. Il y a des accords militaires qui sont nés entre le Maroc, la Tunisie, qui sont à nos frontières avec la Turquie. Il y a des accords économiques qui sont noués entre la Turquie et les pays d'Afrique de l'Ouest. Et la Turquie, comme vous le savez, est présente en Libye, à nos frontières, et nous menace. Ce que je propose, c'est de ne pas importer les conflits sur le sol européen, mais c'est de dégager l'armée turque du sol africain, sur lequel elle n'a rien à faire. C'est de lui infliger des défaites militaires en mobilisant nos forces, celles qui sont présentes au Sahel, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, encore une fois pour infliger des défaites et faire en sorte de montrer que la paix ne doit pas dépendre d'un sultan islamiste complètement fou. Lou Vialet, votre ouvrage, Après la paix, défi français chez VA Éditions, que nos téléspectateurs pourront se procurer sur la boutique officielle de TVL. Merci Lou Vialet. Merci Pierre Bergerot.